Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans ce podcast. Cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir François Fourchet avec nous, mon cher Jérémy. Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va, très bien, ça Top, va. parfait. Je me permets, désolé François, j'ai demandé d'abord à Jérémy puisque maintenant il commence à être un petit peu mon acolyte. François, bonjour, comment ça va? Salut Thierry, salut Jérémy, ça va très très bien, content d'être là avec vous, merci. Merci beaucoup François pour le fait d'avoir accepté de venir nous voir et nous parler un petit peu de toi et nous parler aussi un petit peu de tes nombreuses actions au sein de la kiné, au sein du sport en général. François, pour les auditeurs, je me permets, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais, alors moi je suis un kinésithérapeute français à la base. J'ai fait ensuite kiné du sport, j'ai fait ensuite ostéo. Je suis parti au Qatar quand j'avais une douzaine, 13 années d'expérience pour vivre une autre expérience pendant 9 ans à Aspire, Aspetar. Et c'est là-bas en fait que j'ai vraiment découvert cette intégration sciences du sport, kiné, physio. Et puis j'y ai fait voilà mon master, mon doctorat, et puis j'ai découvert vraiment des gens qui m'ont ouvert à tout ça. Et puis j'ai cherché un point de chute au retour pour continuer, je dirais, à exercer dans cette multidisciplinarité là. Et je suis maintenant à l'hôpital de la Tour à Genève, où je suis déjà arrivé comme responsable du laboratoire d'analyse du mouvement. Donc je faisais 50% kiné et 50% recherche. Et puis depuis 1 an et demi, j'ai repris la direction du service. Donc on rajoute un petit peu de management à, à ces activités-là. Encore du boulot, du boulot, du boulot et encore du boulot. C'est top. Ça Merci impressionne, François moi. pour ta présentation. Ouais, ça impressionne un peu. Ah, ça Je me impressionne. Je me permets, François, on y va direct dans ma question un peu chiante, c'est comment tu te définis, toi? Tu te définis plutôt comme un kiné, plutôt comme un chercheur, plutôt comme un ostéo? Ou tu te dis: «En fait, je suis un peu tout à la fois et ça me permet d'avancer comme ça»? J'ai commencé par la fin, sûrement plus comme un ostéo, parce que je crois que comme ostéo, il faut vraiment pratiquer l'ostéo avec un cadre voilà, de séances d'ostéo, etc., la démarche. Donc, je comprends toujours bien ce que disent les ostéos, les collègues ostéos, mais je ne prends plus du tout pour un ostéo. Et puis peut-être que aussi le fait de faire de la biomécanique m'a un petit peu quand même éloigné quelque part de l'ostéopathie. Mais j'ai beaucoup de bienveillance toujours pour cet art-là. Après, je suis quand même de base un kiné. Je reste quand même. Si tout s'arrêtait, c'est le métier qui me permettrait toujours de gagner ma vie. Donc, je suis quand même plutôt un kiné. Et puis, je dirais égaré un petit peu dans les sciences du sport et toujours à faire l'écart entre les deux disciplines. Finalement, quand même, quoi qu'on en dise, l'écart est de moins en moins grand. Et notamment les gens de votre génération, ça commence à devenir presque normal. C'est vrai que tu as raison quand tu dis, maintenant, la kiné est presque étroitement liée à la recherche et au monde des sciences. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui d'un seul coup, parce que tu dis toujours: «Bah, voilà, j'ai fait kiné, puis après je suis parti». C'est quoi le déclic? C'est quoi le moment où d'un seul coup, tu décides ou alors tu as l'opportunité de partir, à Spétard? C'est une bonne question parce que effectivement, hein, on est en 2005 à ce moment-là, hein, donc enfin, je pars en 2005, donc ça se discute déjà en 2004. Moi, je suis à Reims, j'ai un cabinet, on vient de monter une clinique du sport avec des chirurgiens, des médecins du sport, podologues, prépa physique. Là, on était dans la multidisciplinarité. Je m'occupais du stade de Reims Foot, du basket pro, tout ça, donc j'étais vraiment bien en place. Et puis, tu as 28 ans, 27 ans, tu te dis, bon, il reste quand même 35 ans à faire. Et puis, tu as cette opportunité, en fait, qui arrive. C'est-à-dire que si je suis pas allé la chercher, j'ai eu la chance qu'elle s'offre à moi. Et tu te dis quelque part, j'ai sur une décision la possibilité de prendre un énorme virage, de régler tous mes problèmes. Alors, je vais pas dire, souvent dans l'intimité des discussions privées, je dis de régler tous mes problèmes d'URSSAF et de Sécu, mais c'était un peu ça aussi, je dirais, voilà, d'une seule décision, partir dans un monde complètement nouveau, un pays nouveau, une langue nouvelle. Et puis, on sentait quand même un petit peu on sentait poindre, je dirais, cette, euh, cette migration, hein, un petit peu du métier, du tout clinique vers ce rapport qu'il allait y avoir avec l'évidence, avec la preuve. Et donc, c'était l'idée de prendre un petit peu le train en avance
et puis d'aller se confronter un peu aux anglo-saxons là-dessus, parce que le Qatar, c'était le Qatar, mais c'était surtout le pays des Australiens et des Américains. Tous mes collègues étaient tous anglo-saxons, et c'était aller directement sur l'arbre, voir un petit peu ce que faisaient les meilleurs. Voilà, c'était ça un peu le déclic. Alors justement, moi, par rapport à ça, j'avais une question sur le fait que finalement, il y avait une forme d'intégration à une culture nouvelle et avec des professionnels anglo-saxons, australiens. Quelle est finalement là où les différences majeures entre finalement la recherche et cet aspect multidisciplinaire dans les pays anglo-saxons par rapport à en France? S'il y avait une différence en termes de fonctionnement. Alors je sais pas, mais alors c'est ma vision, c'est mon expérience, c'est mon analyse. Hein. J'ai pas fait une revue de la littérature ou une thèse là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que moi, quand je suis parti, ma fille avait 5 ans là-bas, donc on s'est posé la question si on la mettait à l'école française ou à l'école anglaise, par exemple. Donc on a regardé un petit peu les deux systèmes. Euh, ils fonctionnent dès le départ par projet et par travail multidisciplinaire ou transdisciplinaire. Ils travaillent beaucoup en groupe. Chez les gamins, à l'école déjà, c'est une des grosses différences. Ils ont vraiment ça chevillé au corps. Ils sont moins peut-être techniques à un moment, ils sont moins dans l'apprentissage, la restitution, mais ils vont être beaucoup plus tout de suite dans le projet, le travail de groupe, la présentation devant la classe, devant les autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important et qui ensuite se traduit dans les différentes activités professionnelles. Donc je dirais là, c'est presque consubstantiel du fait d'être anglo-saxon quelque part. Et puis dans le travail lui-même, je pense que tout simplement, et comme dans beaucoup de disciplines, je crois que c'est 98% à peu près de la littérature scientifique qui est en anglais. Ils sont anglais, ils sont en avance. C'est pas grave. Il faut juste l'accepter et puis se dire, bah on a d'autres qualités. Faut pas leur tourner le dos. On pourra en parler. On est en avance sur certaines autres choses. Ils sont en avance eux sur des choses. La différence, c'est comme c'est eux qui font la musique, bah, ils vont mettre en avant les choses sur lesquelles eux sont bons. C'est tout. Donc on doit s'adapter à ça si on veut percer un petit peu. Mais je crois que on n'a pas à rougir quand on s'appelle Martin Buchet, quand on s'appelle Olivier Girard, quand on s'appelle Grégoire Millet, Guillaume Millet, etc., etc. Il y a quand même des Français qui ont été apprendre plein de choses aux anglo-saxons. Donc, faut pas opposer. Faut dire que ça vient de chez eux, ils sont un peu en avance, mais qu'il y a des gens qui ont bien bouclé la boucle et qui ont été capables de réinjecter chez les anglo-saxons des choses bien faites en France. Donc, voilà, je dirais peut-être ce côté au départ presque culturel que je décrivais. Ensuite, le fait que bah ils sont en avance et que ils ont un peu plus maturé le système. Et puis quand même, on est obligé d'en parler, la barrière de la langue. Il y a ce complexe quand même franco-français qui est de dire je parle pas parfaitement anglais, j'ai un accent, donc je suis pas bon, donc je vais pas oser prendre la parole, donc je vais pas pouvoir écrire, ce qui est totalement faux. Je suis arrivé moi à Spire au départ avec ce complexe-là, alors que j'avais réussi les interviews en anglais bon an mal an, et je suis arrivé dans une boîte qui avait 250 staff, 55 nationalités différentes, avec des gens qui venaient d'Asie et qui, croyez-moi, avaient un accent indonésien à couper au couteau, qui me permettait de les comprendre très très bien quand on était en réunion pluridisciplinaire, et qui en quelques jours a fait tomber le complexe, parce que il y a aussi ce regard des anglo-saxons très bienveillant, parce que leur langue est parlée par des gens qui ne sont pas tous des natifs, et donc qui a un accent belge, français, indonésien ou que sais-je. Ce qui compte, c'est le contenu. Ils s'attachent beaucoup au contenu, et ça, c'était relativement rafraîchissant. Ouais, complètement, François, je suis d'accord avec toi. Ce côté un petit peu anglo-saxon où on est euh, très bienveillant, même si on se trompe, même on n'utilise pas les bons termes, déjà d'essayer. Et je trouve que beaucoup dans les pays américains, le fait d'essayer, même si c'est pas parfait, même si ça demande encore du boulot, ils sont très motivants là-dessus. Ils essayent toujours de te motiver à te dire oh, continue, continue, même si ouais, il y a encore beaucoup de boulot, mais il faut y aller. Et nous, on a un peu peur en France de se dire quand je présente, il faut que ce soit top top et qu'il n'y ait rien à redire. Bah, malheureusement, j'ai envie de dire presque essayons de faire un petit peu, même si tout est pas parfait. Ça nous permet de faire des petits essais et de se dire, allez, j'avance encore un peu, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et il suffit d'aller dans les grands congrès internationaux. Je me souviens d'avoir été en 2007, à peine le master en poche, faire une présentation
à la CFM, hein, donc le plus grand congrès. Il y a 5000 personnes. C'était à la Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment le congrès de MSSE, hein, donc et je suis là-bas avec Grégoire Millet, qui est mon directeur de thèse, qui est mon mentor, et j'avais été accepté pour un poster. Alors j'étais content parce que c'était pas une présentation orale, donc c'était parfait. Je pouvais me cacher un peu. Et puis pas de chance, je tombe dans une session de poster thématique. Donc il y avait le poster derrière moi, puis il fallait quand même présenter 3-4 minutes. Donc j'étais évidemment terrorisé. Et puis juste après ma présentation, Greg Millet me dit, tiens, regarde, tu as vu le monsieur avec la barbe blanche là, c'est Joseph Hamil, on le compte parmi les 5 meilleurs biomécas au monde en ce moment. Ça pesait 150 papiers en PubMed, j'imagine à l'époque à peu près. Donc il m'a dit après, il m'a pas dit avant, il a été sympa. Et Hamil m'avait posé une question, mais m'avait posé une question très très bienveillante ou sur je sais plus quoi, un biais, un truc ou un problème de stats, je m'en rappelle plus. Et ça s'était super bien passé. Et voilà. Et il y a que quasiment dans des congrès franco-français où j'ai vu des gens un peu s'écharper sur des espèces de bêtises toujours. Et moi ci et moi ça, avec aucune évidence scientifique d'ailleurs en général. Mais dans ces congrès-là, j'ai jamais personne. J'ai vu des gens en difficulté, j'ai vu des gens ne pas savoir, et j'ai vu la personne qui pose la question dire non mais c'est pas grave, on pourra en reparler tout à l'heure à la pause, et être excessivement bienveillant. Donc effectivement, il y a ce côté partage bienveillant qui quand même, je crois, commence à arriver. Faut pas dire que c'est pas le cas chez nous. Simplement, il y a un petit effet de latence et puis ça va venir. C'est super intéressant d'avoir ce témoignage-là. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à propos finalement des 55 nationalités différentes, des 250 professionnels issus de plein de professions différentes en sciences du sport et dans le sport en général. Moi, ma question, c'était un peu de savoir comment finalement se construit une communication pérenne et sereine entre les membres du staff qui sont censés aller dans le même sens en fait, alors que les disciplines sont quand même assez différentes. C'est encore une fois une très bonne question. Je vous dirai pas à chaque fois, mais c'est une très bonne question. Mais c'est un peu comme je le fais ou j'essaye de le faire à l'hôpital de la Tour en ce moment, parce qu'on est 50 et quelques physios. Je crois qu'on commence à être un établissement de référence. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petits groupes. On a fait des filières. On a fait des espèces de petits commandos, hein, qui chacun de leur côté vont travailler sur un sujet et non pas les uns contre les autres, mais les uns en émulation avec les autres. Donc, pour reprendre la question initiale sur une grosse boîte qu'on était à Spire, à Spettar à l'époque, il y avait une notion de projet. On travaillait sur des projets où on travaillait avec l'athlétisme et on nous appelait nous les service teams. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. L'athlète au centre, son entraîneur à côté, et puis tout autour, le bioméca, le physiologiste, le physiothérapeute, donc le kiné, le psychologue du sport, les parents, etc., etc. Et puis on construit. Donc c'est pas nouveau. Simplement, on l'a fait pour autour de chaque athlète, il y avait son petit noyau, et autour de chaque discipline, il y avait le petit noyau. Et c'était des groupes qui sont devenus après des groupes de copains, qui sont devenus des groupes de gens qui le soir allaient faire des footings ensemble, jouer au squash ensemble. Et vérité à 8 n'est pas vérité à 50, quoi. Donc voilà, petit groupe comme ça qui ensuite rapportait à des groupes un petit peu plus gros. Et je crois que c'est ça le secret. Alors deuxième secret, et c'est pas le moindre, c'est qu'on avait du temps, on était payé pour ça. Et là on touche du doigt un des problèmes les plus importants. On pourra en parler peut-être après, mais pourquoi pas plus de kinés font ci ça? Mais oui, mais il faut gagner sa vie, c'est forcément des soirs, des week-ends, c'est sur le temps. C'est ça aussi la grosse différence. Moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite, c'est cette opportunité d'être sur du temps de travail, avoir la possibilité de faire ce que des gens comme mon copain Alex Rambo, quand il a fait sa thèse de doctorat, l'a fait sur son temps personnel, alors qu'il bossait en cabinet libéral. Beaucoup plus de mérite que moi, 10 fois plus de mérite que moi. Donc on avait la structure, les petits groupes et le temps. Je salue mon ami Alexandre aussi, qui m'accompagne pour le Master 2. Je le remercie encore un petit peu, encore une fois, pour tous les appels. Mais c'est pas encore fini, donc je vais encore l'appeler un petit peu, François, donc je vais attendre pour les remerciements. Moi, je reviens sur ce que tu disais. C'est marrant parce que quand tu me disais le fonctionnement du groupe, c'est finalement le projet, c'est l'athlète, et puis au fur et à mesure, c'est tout autour. Ça me fait un peu penser, comme tu disais tout à l'heure, sur le fonctionnement anglo-saxon scolaire. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas toute la base et puis on se dit après, on y va. Finalement, on est dans un projet
et il y a plein de petits thèmes qui viennent par-ci par-là, il y a plein de professions qui viennent par-ci par-là, mais dans le service, et finalement, on se rend compte que lui nous sert, peut servir à ça, peut servir à ça, comme finalement dans l'école, à l'école où on apprend d'abord ça, et on se dit pas, tiens, en fait, pour un projet, j'ai besoin d'un peu d'histoire, un peu de géo, un peu de maths, un peu de français, et je pense clairement que donner du sens au projet, parfois c'est l'un des secrets de l'entente interprofessionnelle, c'est de se dire, tiens, allez, finalement, on a besoin de rendre l'athlète un peu meilleur, de diminuer ses risques de blessure. Donc, on aura besoin de plusieurs corps de métier. Et comment on fait pour que ça fonctionne bien ensemble? Et c'est clairement donner du sens au projet. C'est vrai que c'est pas facile, je trouve. Ça, hein, c'est la citation de Saint-Exupéry. Hein. Si tu veux construire un bateau, n'apprends pas à tes hommes et tes femmes où sont les planches et les clous, mais donne-leur le goût de la mer. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire trouver du sens, trouver les gens qui vont bien. Dans une équipe de 50, il n'y a pas que des gens qui ont envie de faire de la recherche, c'est pas grave. C'est vraiment pas un problème. On peut avoir que des généraux ou des capitaines. Il faut des gens qui font aussi autre chose. Donc, il faut déjà identifier un peu à quoi marche chacun. Et puis, par contre, ce qu'on fait, je crois qu'il faut, comme tu dis, donner du sens. C'est une bonne expérience. Après, encore une fois, je refuse de plus en plus. Pourtant, Dieu sait si je me suis opposé aux anglo-saxons là-bas, mais je dirais, on a quand même nous beaucoup de qualités. Hein. Moi, j'ai vu là depuis 10 ans le niveau des gens qui sortent des IFMK en France, mais monter en flèche, en tout cas du point de vue scientifique, mais en flèche, et la pente de la flèche est super raide, quoi. C'est-à-dire que ils ont vraiment maintenant du répondant quand ils sortent pour comprendre ce qu'ils lisent, ce qu'on leur raconte, ce qu'ils entendent, etc. Le complexe est quasiment gommé. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, quand je suis arrivé là-bas, effectivement, il y avait ce côté où j'étais un petit peu vierge, je dirais, du point de vue scientifique par rapport aux autres. Par contre, quand un gars se faisait mal au dos ou quelque part, c'était moi qui venais voir, jamais les autres. Hein. C'est-à-dire que ils ont cette capacité à travailler en projet, à faire des choses, à publier, etc. Par contre, traiter quelqu'un, honnêtement, si là on compare, on est devant. Ne serait-ce que parce que culturellement, à force de partager, quand ils ont besoin de faire de la thérapie manuelle, ils vont voir le manuel thérapeute. Quand ils ont besoin de faire du massage, ils vont voir le soft tissue thérapeute. Quand ils ont besoin de faire un peu de reprise sur le terrain, ils vont voir le SNC coach. Et puis le physio, en gros, il a donné les béquilles et puis il a peut-être fait un tape. Donc notre côté aussi pratique, pragmatique, thérapeute, etc. Bien sûr qu'il faut un petit peu s'en départir pour aller vers la science. Il ne faut pas tourner le dos à notre culture, à notre identité. On a quand même des gens très bien formés. Et encore une fois, c'est pas nous qui donnons le sens en ce moment, c'est les anglo-saxons, donc, qui donnent le sens qui les arrange. Et ça, c'est le soft power américain. Mais c'est vrai, tu as raison, François. Moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis diplômé, et c'est vrai que depuis 7 ans, je vois une énorme différence sur les stagiaires que je peux accompagner, sur leur qualité. D'ailleurs, il y a eu une année supplémentaire sur la lecture scientifique, sur les mémoires également scientifiques, où je me suis rendu compte que de temps en temps, il y avait des stagiaires qui étaient bien plus à l'aise que moi, parce que moi, j'ai dû regarder un petit peu dans mon coin et essayer de comprendre sans vraiment comprendre. Et là, réellement, hein, pour les IFMK en France, maintenant, il y a un vrai gap avec cette année supplémentaire qui permet d'avoir une première approche scientifique. Et je remercierai quand même la bienveillance des premières personnes qui ont un peu galéré. Et au lieu de se dire, ben, galérez comme nous, ben, plutôt, non, on va vous aider parce que nous, c'est vrai que c'était un petit peu plus délicat pour faire des études. Il fallait, comme tu disais, Alexandre, il fallait bosser les week-ends, les soirs et oublier un peu toute sa famille. Et se dire, tiens, ben, même sur le côté financier, je vais être un petit peu marron, mais c'est pas grave, je vais serrer un peu les dents. Là, de plus en plus, ça se développe, et rien que pour ça, je te remercie, et je remercie les personnes qui ont un petit peu galéré avant nous pour nous aider à aller encore un peu plus loin dans ce côté recherche qui, au départ, nous paraît tellement, tellement loin et tellement difficile à atteindre. L'intervention que je voulais faire, c'était pas tellement une question, mais plus une réaction. Ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, on accepte que un professionnel soit plus compétent que nous sur un domaine précis. Et du coup, moi, ça me fait penser un petit peu.
finalement à notre modèle à nous, qui est beaucoup plus confus entre le préparateur physique, celui qui va s'appeler le réathlétiseur, le kiné, le physio, l'ostéo, le sport scientist, le conseiller scientifique, en fait, sur les appellations et sur comment dire, sur à qui on fait appel pour quel service. Je trouve que c'est beaucoup plus confus chez nous que ça a l'air de l'être à l'étranger. Oui, oui, parce que je pense qu'on est plus dans la pluridisciplinarité que dans l'interdisciplinarité. Alors, c'est pas juste jouer sur les mots, mais avoir des gens les uns à côté des autres, qu'un athlète ou qu'un patient, hein, simplement, va voir à tour de rôle, sans qu'ils communiquent entre eux et sans qu'ils communiquent avec lui directement. Ça, c'est la mauvaise pluridisciplinarité. Et on peut avoir des lieux, hein, avec une unité de lieux, où ils vont comme ça aller de cabinet en cabinet. Et puis on a les gens qui essayent, nous, de faire plutôt de l'inter. Alors c'est un peu plus coûteux en temps, c'est un peu plus difficile, et puis c'est des fois même relationnellement un peu plus compliqué parce que, comme tu disais, on n'est pas obligé de faire appel à chaque spécialité à chaque fois. Le problème en France, c'est que souvent on se formalise de ça. Comment t'as pas demandé à faire de l'ostéo, t'as pas demandé à faire une analyse biomécanique avec moi parce que non, il y a juste une erreur d'entraînement chez ce coureur, et le problème de planification, c'est directement le coach, le physiologiste ou etc. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à s'en sortir, c'est-à-dire qu'il y a, suivant un bilan de départ, des indications, quelle est la pathologie, quel est le truc, eh ben, on va jouer à 3 ou à 4 et non pas à 7. Et puis la fois d'après, on jouera à 3 ou 4, mais ce ne sera pas les mêmes. Et ça, je crois qu'on a un petit souci, mais c'est presque syndicaliste hein, avec ça, c'est-à-dire qu'il faut forcément que tout le monde soit dedans et tout le monde va donner son avis. Et parfois, eh ben, évidemment, on a un biais. Évidemment que le podologue va le voir avec un biais de podologue. Évidemment que le kiné va le voir avec un biais peut-être ci et de ça. Et l'ostéo avec un biais de thérapeute manuel. Il y a peut-être des fois où on veut faire du interdisciplinaire, mais sans tel ou tel parce qu'il n'y a pas besoin. Et ça, je crois qu'il faut avoir cette, je dirais, cette honnêteté-là, quelque part, de dire on ne fait pas tout le temps avec tout le monde. Et le sport de haut niveau peut peut-être nous aider un petit peu parce que moi je trouve qu'on a toujours beaucoup à apprendre des gens qui sont obligés d'avoir des résultats tout de suite. Il y a ce côté urgence dans le sport de haut niveau qui est pas toujours intéressant, qui est parfois compliqué, mais au moins on va en général au plus efficace. Et moi j'ai beaucoup appris là-dessus au Canada parce que bah voilà, on faisait des fois des choses avec les cliniciens, des fois avec les physiologistes et des fois avec et c'était pas tout le monde sur tous les projets. Justement, François, je me permets, par rapport à ton expérience auprès des sportifs de haut niveau, tu peux nous partager un petit peu tes expériences un petit peu difficiles où il y a eu des petits couacs de temps en temps. Par exemple, c'est soit un délai de prise en charge qui est beaucoup trop court et tu peux pas te permettre de dire, bah écoute, moi je peux pas te mettre à 100%, je peux t'amener jusqu'à ce niveau-là, mais au-delà, c'est pas possible. Le corps est pas capable, il cicatrise, il y a un temps de cicatrisation, il y a un temps aussi de réadaptation fonctionnelle peut-être. Comment tu fais pour mettre ça en place? Est-ce que tu vas un petit peu à l'encontre d'un athlète, à l'encontre d'un entraîneur, ou est-ce que tu arrives à ménager un petit peu tous les parties? Alors, j'ai pas la recette miracle, sinon j'aurais fait fortune. Mince. Je me suis planté X fois comme tout le monde, sous la pression de l'entraîneur, sous la pression de l'athlète ou du joueur. Parce que là, c'était plutôt au football, par exemple, parce que le match le samedi, parce que j'ai pas d'autre pivot, parce que c'est le match du maintien, parce que, et puis à lâcher, parce que bah écoute, on va faire un tape et puis ça devrait passer, et puis avec des récidives, et puis avec des gars qui se reblessent beaucoup plus gravement, ça on en a fait. Donc, comme tout le monde, on savait ce qu'il fallait faire. On était après dans des contraintes, hein, ce qu'on appelle maintenant très bien le biopsychosocial, qui nous dictait sa loi. Et puis je vous parle pas des agents de joueurs qui appelaient le président. Enfin bref, tout le cinéma. Donc, pas de martingale. Ce qui nous protège maintenant de ça, clairement, nous, c'est l'institution. Là où je travaille maintenant, c'est de dire, écoutez, vous venez chercher un service. Vous venez nous voir soi-disant parce qu'on est plutôt expert ou bon dans ce qu'on fait. On représente un certain poids. Il y a un avis pluridisciplinaire
conféré l'excellent article notamment de mon copain Boris Gojanovic dans le BJSM sur le retour au sport, activité pluridisciplinaire, eh bien, vous devez passer toutes les cases, vous devez valider tous nos tests, et à partir de là, on aura le feu vert. Et c'est à vous d'aller contre notre avis et de pas être déchargé, mais là, c'est à vos risques et périls. Mais ce qui a fait la différence, c'est pas tant, je sais pas si j'étais tellement moins compétent à l'époque que maintenant. Ce qui fait la différence, c'est la position dans laquelle on est, dans laquelle on se met, et de dire, c'est comme ça, vous prenez pas. Mais c'est excessivement difficile. Pour un jeune physio qui va se mettre dans une équipe, qui veut démarrer, qui veut se mettre le pied à l'étrier, il peut quasiment pas appliquer ce que je raconte là. Donc, je dirais ça, il aura toujours un peu les mêmes challenges. Par contre, il aura beaucoup plus de billes au niveau, en tout cas scientifique, au niveau des écrits, au niveau de l'évidence, pour, je dirais, influencer les comportements, influencer les jugements, trouver les bons moyens, parce qu'à l'époque, on n'avait quasiment aucune littérature là-dessus. Donc, je dirais, il y a plus de littérature, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais on va quand même se heurter aux mêmes barrières. Il faut se donner de l'importance, il faut prendre du poids dans l'équipe, il faut prendre du poids dans cette relation coach, assistant coach, adjoint, prep physique, qu'on prenne du poids, il faut que le médical ait du poids et qu'il soit écouté. Et ça se fait sur les années, sur les mois, sur la disponibilité, sur la crédibilité. Pas facile comme réponse. C'est une réponse hyper riche et qui montre parfois que c'est pas si simple d'être un prestataire extérieur qui vient apporter son expertise dans un domaine quand le coach veut récupérer son joueur pour le week-end ou que il y a la pression du résultat. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée que une physio, kiné arrivait peut-être avec plus de billes d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, quelle est finalement la place de la recherche en kiné par rapport à il y a 20 ans et comment ça se manifeste? Alors, je dirais la place est plus importante, c'est évident. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup pour quelqu'un qui veut s'investir dans une équipe pro. Parce qu'il y a quand même toujours ce cloisonnement, pas caricaturé, mais le kiné masse, le prep physique fait de la prépa, etc. Donc, on a quand même actuellement dans certaines fédés ou dans certains clubs où pourrait avoir le type de raisonnement suivant. Lui, il est jeune, il parle trop de science et il nous emmerde, on lui demande plutôt de venir faire ses massages, faire ses straps et pas plus nous embêter que ça. Ça dépend un peu de qui mène la barque et de comment ça se passe au-dessus, mais je dirais que la place, elle est plus importante. Notre challenge maintenant, je pense, dans les années à venir, c'est déjà maintenant, mais c'est le challenge des années à venir, c'est de rendre digérable par les gens qui n'y connaissent rien, qui sont sur le terrain et qui seront quand même toujours ceux qui mèneront la barque. Je parle des présidents de club, des entraîneurs, etc. De leur amener que la science n'est pas contre le terrain, la science n'est pas contre la pratique. Et donc, de peut-être en faire parler, de peut-être en la mettre en avant, de peut-être digérer nous suffisamment ce qu'on lit, ce qu'on fait, ce qu'on connaît, pour venir descendre un peu de notre piédestal toujours et venir l'instiller tranquillement dans les pratiques courantes. Ce qu'ont très bien fait ou ce que font très les bons sciences du sport que je citais tout à l'heure, les grands français, et puis ce que font beaucoup de prep physique. Je pense que nous, faut qu'on apprenne ça. On n'a plus besoin de parler de science en tant que kiné qui connaît un peu la science, on n'a plus besoin d'en parler, d'en faire des tonnes pour venir imprégner notre pratique et la pratique de l'évidence-based practice, pour reprendre une expression à la mode. Et puis aussi, parfois essayer de se détendre un petit peu et dire qu'il y a aussi le practice-based evidence, c'est-à-dire prendre les choses sur le terrain, les passer à la moulinette un petit peu scientifique et puis se dire finalement on n'a fait que valider les pratiques qui sont centenaires sur le terrain quasiment. Et c'est quand même souvent le cas. Donc voilà, je dirais à nous d'être capables de trouver les bonnes ficelles à tirer pour amener petit à petit notre science dans le terrain et dans la pratique. Et complètement, François. Je sais que j'utilise beaucoup ça pour mes patients. J'essaye toujours d'être le plus simple possible et
à la fin, je leur dis toujours: «Est-ce que vous pouvez me restituer un petit peu ce que je vous expliquais lors du premier bilan? Pour vous, pourquoi vous avez mal? Comment on fait pour gérer tout ça?» Et j'adore me dire que j'ai utilisé le moins de mots possible, en tout cas le moins de trucs scientifiques, de mots, de muscles, juste le fonctionnement. Et c'est vrai que je pense l'avenir de la kiné, c'est oui, toujours s'intéresser à la science et essayer de se former à ça. Mais c'est aussi peut-être se dire, simplifions les choses ou rendons les choses plus faciles et vulgarisons presque ça, sans en oublier les données principales. Mais essayons de vulgariser et essayons peut-être de se dire, je vais vers l'autre et non pas, non, bah moi j'ai su ça, je sais ça, la science dit que et point. Essayons juste d'aller vers les autres et de se dire, bon, ben, si A plus B, tu comprends pas, bah, je vais le voir autrement pour que tu le comprennes et qu'on puisse s'entendre tous les deux, de trouver presque un vocabulaire commun. Ouais, je suis d'accord et je je pense que c'est une part d'engouement actuelle pour tout ce qui est raisonnement clinique. Euh, Finalement, c'est d'être capable de prendre de l'évidence, d'avoir en vision, viseur les objectifs du patient, et puis entre les deux, ben, comment je vais faire matcher les objectifs du patient avec ce que j'ai dans mon arsenal thérapeutique. Et c'est ça le raisonnement clinique, c'est comment je vais réussir à faire fonctionner tout ça ensemble, une recette A ou B ou C ou D ou E, parce que tout le monde répondra pas à tel exercice, parce que simplement il le fera pas, il acceptera pas, il comprendra pas. Et ça, effectivement, c'est une autre manière de formuler ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est d'être capable nous de filtrer un petit peu ce qu'on lit ou ce qu'on manip, et puis d'être capable de le faire passer sur le terrain. Sinon, ça sert à rien. Si on est bien d'accord, sinon c'est juste du plaisir de lecteur. Hein. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et, et vous savez, on a souvent fait ce reproche aux kinés, aux physios, c'est de dire voilà, vous avez des petites recettes qui marchent bien avec vos patients, mais c'est pas scientifique parce que vous l'avez pas fait dans une étude avec n égale 60. Très bien, c'est vrai, très bien, il n'y a aucun problème, il faut qu'on progresse là-dessus, pas de problème avec ça. Mais l'inverse, on n'en parle pas assez. Une vérité sur un article scientifique, même avec n60, dans le n égale 60, il y a des sujets qui sont partis dans tous les sens. Quand on regarde la répartition des sujets dans un groupe interventionnel, il y en a 2 dans un sens, 4 dans l'autre, 8 1. Alors ils nous tirent quelque part et ils nous font passer un fameux P qui n'a pas beaucoup de signification clinique, mais non, quand on regarde au cas par cas, c'est le n égale 1 à la fin qui nous intéresse, et de savoir, moi, mon patient que j'ai en face de moi, à quoi il marcherait, quoi. Et je crois que c'est vers ça qu'il va falloir aller de plus en plus. Donc nous, on est beaucoup à la tour sur profilage, individuation, bilan, etc. Jérémy, c'est encore une fois moi qui vais conclure. Non, non, il y a pas de souci. J'avais plus forcément de questions qui me venaient à l'esprit, Ok, sûr, hein, donc sûr. sûr et certain. Parfait. Bon, François, je me permets de te remercier grandement, Merci notamment pour beaucoup. ta disponibilité. Dès le premier mail envoyé, tu m'as répondu dans la journée, et je sais que c'est pas facile ça, Mmh. quand on a beaucoup de trucs, et c'est pour ça que je C'est pas remercie. souvent, ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc je te remercie énormément pour ta Merci beaucoup. disponibilité. Je voulais aussi te remercier pour ta bienveillance et pour ta gentillesse avec nous, puisque on se connaît pas forcément énormément. Et c'est vrai que tu as cette capacité à mettre à l'aise. C'est peut-être la capacité anglo-saxonne à nous mettre en confiance finalement et à pouvoir discuter tranquillement de n'importe quel sujet et même parfois même dire quelques conneries, mais en tout cas les dire quand même pour Avec nous le faire sourire. avancer et avec le sourire. Donc ça, je te remercie grandement. Et si t'appelles, moi, je serais super content de venir voir l'hôpital Latour. Ça me ferait plaisir. Bon, là, les conditions sont pas forcément au beau fixe, mais en tout cas, j'essaierai d'y passer parce qu'Alexandre, à chaque fois, dès que il y passe, il m'en parle, donc il faudra que je passe également. Je te remercie beaucoup, François. Je remercie encore une fois mon ami Jérémy, Avec qui est plaisir. maintenant plus collègue, mais qui est maintenant carrément juste un ami, avec qui je partage les podcasts avec grand plaisir. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau podcast avec une autre personnalité, un autre corps de métier.
Et n'oubliez pas, l'objectif, c'est de favoriser les échanges. Essayons d'échanger tous ensemble pour essayer d'avancer ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.